Bonsoir à tous. C'est très étrange parce que je ne vous vois pas en fait, donc espérons que tout fonctionnera comme il se doit. Un grand merci Pierre Hippolyte pour cette présentation et puis surtout pour cette invitation à faire cette conférence. Je suis vraiment ravie d'être avec vous, même si évidemment j'aurais préféré être en personne à Nancy. Et à ce propos, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui se sont occupées de l'aspect technique de cette retransmission en direct par un cran interposé. Inutile de vous dire que j'ai hâte de pouvoir voyager en France et d'aller visiter l'exposition, et j'étais vraiment honorée et très heureuse d'avoir été invitée par les deux commissaires, Pierre-Hippolyte Penet et Guillaume Scherf, à participer au catalogue. Et surtout, ravie d'apprendre aussi que malgré tous les problèmes liés à l'Académie, cette magnifique initiative a pu voir le jour. Et vraiment, très sincèrement, en tant que spécialiste de sculpture, je suis très reconnaissante à toutes les personnes qui, à Nancy, en Lorraine, mais aussi évidemment à Paris, en France et également à l'étranger, hein, je pense à tous les prêteurs, ont soutenu le projet de l'exposition et la publication du catalogue sur des artistes vraiment dont le talent mérite d'être célébré. Alors, il peut certes paraître un petit peu cocasse depuis Nancy d'avoir Los Angeles en direct pour une conférence sur les frères Adam, et pourtant vous êtes sans doute assez loin d'imaginer à quel point cela a beaucoup de sens. Tout d'abord, sachez que mon prédécesseur, Peter Fusco, le conservateur qui a formé la collection de sculptures au J. Paul Getty Museum et qui a été en charge en fait de la collection pendant une vingtaine d'années, à partir de 1984 et jusqu'à 2003, adorait Lambert Sigisbert Adam, et il avait même eu un temps l'intention de préparer une monographie sur l'artiste, et il a laissé généreusement tous ses dossiers de ses recherches au département, et j'ai très souvent d'ailleurs pu puiser dans cette documentation lors de la préparation du catalogue. Et Peter Fusco est l'auteur d'un très bel article qui fait partie des lectures que j'adorais et qui m'ont marqué quand j'étais étudiante en Italie, qui était dédié à l'adieu à Rome de Lambert Sigisbert Adam et qui se consacre sur une œuvre, le buste de la douleur, dont je vous parlerai un peu plus tard. Mais surtout, je tiens à insister sur le fait qu'aussi étrange que cela puisse paraître, il y a vraiment une concentration d'œuvres de cette dynastie de sculpteurs nancéens, Adam, Michel et également Clodion, à Los Angeles, qui est assez extraordinaire. Lambert Sigisbert est présent au Getty avec les restaurations de ce bas-relief antique. Je reviendrai sur cette œuvre un peu plus tard. Son frère, Nicolas Sébastien, est magnifiquement représenté par ces deux belles terres cuites qui sont signées en plus dans la collection de Linda et Stuart Resnick. Sigisbert François Michel se trouve également dans cette collection, ainsi qu'au LACMA, le Los Angeles County Museum of Art, donc le musée du comté de Los Angeles, avec ce marbre vraiment impressionnant. Et Clodion est un peu partout. Je vous montre juste la terre cuite du Getty et celle du Norton Simon à Pasadena, qui est une petite ville limitrophe en fait au nord de Los Angeles. Mais sachez qu'il y a également un Clodion au LACMA et un Clodion dans la collection Resnick. Alors voilà, je voulais juste en introduction vous faire cette petite excursion au Far West des États-Unis, pour vous montrer vraiment le rayonnement international des sculpteurs nancéens que l'exposition du musée de votre ville célèbre si magnifiquement en ce moment. Mais c'est principalement à Rome que nous allons voyager ce soir, surtout sur les pas de Lambert Sigisbert, mais également sur ceux de ses deux plus jeunes frères, Nicolas Sébastien et François Gaspard. Alors, quand on fait un voyage, il faut toujours se préparer à l'avance et avoir une petite carte, donc raison pour laquelle je vous ai mis cette carte du XVIIe siècle à l'écran, qui vous montre, j'espère, les principaux monuments de Rome que j'ai mis en rouge. Sachez que quand on vient évidemment de France et donc du nord de l'Italie, on arrive par la place du Peuple, et vous voyez très bien, je vous l'ai mise un peu en pointillé, cette artère qui partage la ville en deux, la Via del Corso. Je vous ai indiqué en vert les différents palais et endroits où les frères Adam ont vécu
lors de leur séjour à Rome. Et je vous ai mis en bleu les monuments et chantiers artistiques que je vais évoquer un petit peu plus tard, et noter également vraiment plus au sud à quel point à l'époque la basilique du Latran était en dehors de la ville, plutôt dans un endroit qui était entouré de vignes. En fait, évidemment, maintenant, la basilique du Latran est complètement dans le Rome. Alors, tout commence en fait le 30 juin 1723, qui est la date de la signature du brevet de pensionnaire de l'Académie de France à Rome pour Lambert Sigisbert par le duc d'Antin. Le duc d'Antin était un personnage vraiment très important, et je vais le mentionner vraiment très souvent ce soir. Il était le fils légitime de la marquise de Montespan, qui a été une des maîtresses de Louis XIV, et de ce fait, le duc d'Antin était le demi-frère des deux enfants légitimés nés de l'union de sa mère avec Louis XIV, le duc de Maine et le comte de Toulouse. Mais surtout, pour notre propos ce soir, il faut surtout insister sur le fait que le duc d'Antin fut nommé en 1708 surintendant des bâtiments du roi, et il dirigea ainsi toutes les grandes entreprises artistiques de la fin du règne de Louis XIV et du début du règne de Louis XV. Et évidemment, le duc d'Antin était responsable du bon fonctionnement de l'Académie de France à Rome, qui était une institution qui avait été fondée en 1666 pour permettre aux peintres, aux sculpteurs et aux architectes de compléter leur formation artistique par un séjour dans la ville éternelle. Ce séjour durait généralement entre 3 ans et 4 ans. Et donc, le règlement de cette institution indiquait, je vous cite le texte, « Lorsqu'il viendra à vaquer quelques places de pensionnaires, le surintendant des bâtiments, arts et manufactures de France, à qui il appartiendra d'y pourvoir, en sera averti. Et il sera très humblement supplié de préférer ceux qui auront remporté les prix de l'Académie. » Plutôt mécontent des pensionnaires qui avaient séjourné à Rome depuis le début de son mandat, le duc d'Antin prit un soin tout particulier à sélectionner les artistes de la promotion de 1723. Et il avait très certainement remarqué les talents de Lambert Sigisbert Adam, qui était arrivé depuis Nancy à Paris en 1719, puisqu'il le nomma pensionnaire avant même la compétition pour les prix de l'Académie royale de Paris, et cette compétition avait généralement lieu au mois d'août, et d'ailleurs, Adam obtint donc son brevet de pensionnaire 2 mois avant de remporter le premier prix de sculpture le 28 août 1723. Le jeune artiste, il avait alors un peu plus de 22 ans, disons 22 ans et demi, arriva à Rome 3 semaines plus tard, le 18 septembre 1723, en compagnie du sculpteur Edme Bouchardon, qui lui avait été lauréat également des Grands Prix avec un premier prix, mais l'année précédente. Et la date d'arrivée des deux pensionnaires est en fait indiquée par le peintre Charles-François Poirson, qui était alors le directeur de l'Académie de France, dans une lettre qu'il avait envoyée à son supérieur, le duc d'Antin. À ce moment-là, l'Académie était installée dans le palais Capranica, donc je vous ai mis un petit plan sur la gauche. Ce palais était sur la place qui portait le même nom, pas très loin du Panthéon. C'était un palais un petit peu exigu et pas très commode. L'Académie allait d'ailleurs déménager quelques années plus tard, je l'évoquerai, dans le palais Mancini, sur la Via del Corso que je vous ai indiqué plus tôt. 2 mois après leur arrivée, Poirson écrivait au surintendant qu'il était vraiment très satisfait, je cite, « du talent et de la grande application des deux artistes ». Et donc, ravi d'avoir des pensionnaires sculpteurs aussi doués, Poirson envisagea alors de les employer pour le décor d'un important chantier romain qui est désormais très célèbre et que vous connaissez tous, même si vous n'êtes jamais allé à Rome. Il s'agit de l'escalier qui relie la place d'Espagne et le couvent de la Trinité-des-Monts. Ce chantier avait été entrepris par l'abbé Pierre Guérin de Tencin, qui était alors le chargé des affaires de France auprès du Saint-Siège. Il avait été chargé de ce rôle à partir de 1721, et il avait confié l'architecture de cet escalier à Francesco de Sanctis. Et j'espère que vous pouvez voir très clairement sur la gravure qu'en fait, avant la construction de cet escalier, c'était juste un espèce de chemin très champêtre qui permettait de relier la place d'Espagne
au couvent français. Je vous ai également indiqué sur le plan la Villa Médicis, mais ne faites pas de confusion, la Villa Médicis ne devient le siège de l'Académie de France à Rome que sous Napoléon en 1803. À l'époque, la villa est encore aux mains des Médicis, enfin de leurs descendants, les ducs de Lorraine. Dès le mois de janvier 1724, 3 mois donc après leur arrivée, Poirson et Tencin avaient décidé de confier à Lambert Sigisbert Adam et à Edme Bouchardon certaines des statues qui devaient initialement donc décorer cet escalier. Vous pouvez voir ces statues sur la gravure que je vous montre à l'écran. Le choix des figures avait même été complètement approuvé le 22 mai 1724 et évidemment c'était porté sur des personnalités françaises, les papes Félix, Adrien et Martin, les rois et reines Clovis, Clotilde, Charlemagne et évidemment Louis, et les saints Denis, Hilaire, Rémy, Geneviève et François de Paule. Mais ce projet de décor, vous vous en doutez bien, ne fut jamais réalisé, il a été abandonné à partir du moment où Tencin rentra en octobre en France. Et évidemment, nous ne savons pas exactement quel saint et quelle statue précisément le jeune pensionnaire devait réaliser, mais en tout cas, il fit vraiment bien des modèles, puisque nous avons une lettre de Poirson du mois de juillet qui indique que l'abbé Tencin était venu à l'Académie voir les modèles des pensionnaires et qu'il en avait été très satisfait. Et donc du coup, si vous allez à Rome, vous pourrez penser à ces statues qui n'ont jamais été réalisées, parce qu'en fait, vous voyez à certains endroits les petits murets qui forment des piédestaux qui devaient du coup supporter ces statues pour la célèbre scalinata de Piazza di Spiagna. Mais ceci dit, ce genre d'entreprise était vraiment très inhabituel pour les élèves de l'Académie venus par faire leur formation à Rome. En effet, l'activité des pensionnaires consistait essentiellement en l'étude des célèbres antiques et des chefs-d'œuvre de la Renaissance et du début du XVIIe siècle. Alors malheureusement, nous ne conservons pas d'études du tout de Lambert Sigisbert Adam, alors qu'à l'inverse, nous possédons un nombre, mais vraiment exceptionnel, d'études dessinées de son contemporain, Edme Bouchardon. Et donc, je vais me permettre, pour illustrer mon propos, de vous montrer des œuvres de Bouchardon et non des œuvres de Lambert Sigisbert Adam. Des lettres du directeur Poirson, toujours au surintendant le duc d'Antin, entre 1724 et 1725, indiquent par exemple sa satisfaction d'avoir obtenu pour les élèves, je cite, la permission de faire dessiner dans les salles du Vatican les beaux ouvrages de Raphaël. Évidemment, Raphaël était le grand maître qu'il fallait copier. Mais ceci dit, obtenir l'accès des salles au Vatican n'était pas une mince affaire, et il faut donc s'imaginer que dès que le directeur obtenait cette permission, les pensionnaires partaient tôt le matin et passaient toute la journée au Vatican, déjeunant sur place, et parfois le directeur les accompagnait. Dans d'autres lettres, Poirson explique qu'il fait tout son possible pour faire en sorte que les pensionnaires puissent copier du haut d'échafaudage les pendentifs du dominicain dans l'église de Sant'Andrea della Valle. Je vous ai mis à l'écran une photo qui, j'espère, vous évoque un petit peu la hauteur à laquelle ces pendentifs sont situés sous la coupole de cette importante église. Et évidemment, on peut aisément comprendre pourquoi les artistes souhaitaient donc étudier les œuvres de plus près. Et nous avons de conserver au musée du Louvre cette superbe étude à la sanguine de Bouchardon, qui est tellement enthousiaste pour cette œuvre qu'il utilise même 2 grandes feuilles pour pouvoir copier dans tout son ensemble l'évangéliste Saint Luc. Et j'avais d'ailleurs remarqué en étudiant toute une série de dessins, alors cette fois-ci beaucoup plus petits parce qu'ils sont dans un carnet que Bouchardon emportait avec lui, d'où le titre en latin de ce carnet, Vade mecum, qui veut tout simplement dire « va avec moi ». J'avais remarqué que les copies faites par Bouchardon dans son carnet de tous ces stucs qui sont sous la voûte de l'église du Gesù n'étaient pas vus par en dessous, da sotto in su, comme on dit en italien, mais étaient vus vraiment comme si l'artiste avait été en face. Et c'est comme ça que j'ai réalisé, en fait, que Bouchardon avait pu monter tout en haut. Je vous ai indiqué par 2 diagonales en rouge l'endroit où il y a en fait une balustrade qui court sous les fenêtres où sont ces stucs, sous la célèbre voûte peinte par Gaudi, qui est sur le thème du triomphe du nom de Jésus.
Donc, imaginez tous ces pensionnaires, parce que évidemment, si Bouchardon est monté, également, il faut imaginer Adam, et pourquoi pas le peintre natoire. Imaginez ces artistes qui veulent vraiment découvrir et copier tous les chefs-d'œuvre de ces trésors que la ville de Rome conserve. Alors, le nombre exceptionnel de dessins conservés de Bouchardon rend vraiment compte de cet exercice assidu de la copie et de tous les divers lieux romains qui ont été visités par les pensionnaires, mais montre également que ce type d'étude s'élargissait aussi aux maîtres de la sculpture baroque. Je vous montre par exemple une superbe copie faite par Bouchardon d'après un des chefs-d'œuvre de Bernin. Alors, à défaut de copies dessinées de la main de Lambert Sigisbert pour sa période romaine, je voudrais juste vous faire remarquer qu'il existe des petites terres cuites qui sont mentionnées dans l'inventaire après décès de l'artiste. Et ces terres cuites qui sont mentionnées dans l'inventaire précisent qu'elles sont du Bernin, et à mon avis, évidemment, c'est une erreur de la personne qui a dressé l'inventaire. Il faut plutôt penser que c'était des copies faites en cire par le jeune artiste d'après des œuvres de Bernin lorsqu'il était à Rome. Et nous avons également un autre témoignage, puisque Montesquieu avait fait le voyage à Rome en 1729, et il parle des explications passionnées qu'Adam lui donnait lorsqu'il visitait tous les deux des églises et qu'il rencontrait des œuvres du sculpteur Bernin. Mais cependant, c'était officiellement la sculpture antique que les artistes se devaient avant tout d'étudier, autant d'après les originaux qui étaient conservés dans les divers palais romains que d'après des moulages. Et à ce propos, sachez que les pensionnaires étaient particulièrement gâtés car l'Académie de France possédait une très très belle collection de plâtres. Mal exposée dans le petit palais Capranica, cette collection devait être beaucoup mieux mise en valeur dans le palais Mancini, qui est devenu le nouveau siège de l'institution à partir de 1725. D'ailleurs, le peintre Nicolas Vleughels, que vous voyez à l'écran portraituré par un pensionnaire qui viendra plus tard à Rome, Michel-Ange Slotz, avait été envoyé à Rome pour seconder, puis ensuite pour remplacer le directeur Poirson, et il s'était attaché vraiment à améliorer la réputation de l'institution et tout le lustre de l'Académie dès qu'elle avait pu déménager dans ce palais qui était vraiment au cœur de Rome, sur l'artère principale de la ville que je vous ai montré au tout début, la Via del Corso. Et cette gravure de Piranèse est magnifique puisqu'elle vous montre vraiment cette belle façade grandiose avec le grand balcon qui était du coup à l'époque évidemment surmonté des armes de France. Et je vous montre également un plan du rez-de-chaussée du palais qui a été fait un peu plus tard, mais qui vous montre vraiment à quel point ce palais était très spacieux, avec un grand vestibule à l'entrée, avec un grand escalier qui montait à l'étage noble, mais au rez-de-chaussée, évidemment, beaucoup d'espace qui permettait évidemment aux pensionnaires d'avoir tout le luxe possible pour étudier et pour faire des copies. Et vous voyez notamment l'atelier des sculpteurs qui est indiqué. Et justement, selon les règlements de l'Académie de France à Rome, les pensionnaires sculpteurs avaient l'obligation de réaliser au cours de leur séjour une copie en marbre d'après l'Antique pour le roi. Et cet exercice avait été systématique pour les pensionnaires du XVIIe siècle, et nombre de ces copies se trouvent toujours dans le parc de Versailles, d'autres se trouvent désormais dans le jardin des Tuileries à Paris. Toutefois, très peu de copies avaient été réalisées au début du XVIIIe siècle, et le nouveau directeur Nicolas Vleughels se préoccupa donc de reprendre cette tradition des envois, c'était le nom qu'on donnait à ces œuvres puisqu'on les envoyait de Rome à Paris, et il s'attacha très astucieusement à trouver des statues antiques qui n'avaient jamais été copiées auparavant. Et c'est comme ça que le faune qui appartenait à la famille Barberini, et donc qui est appelé communément le faune Barberini, fut copié par Edme Bouchardon. Et alors je vous montre à l'écran la copie de Bouchardon lorsqu'elle était exposée en fait au Getty. Ce fut vraiment une joie d'avoir les chefs-d'œuvre de Bouchardon, mais tout spécialement d'avoir cette copie romaine dans le hall d'entrée du musée. Et je remercie encore tous les collègues du Louvre pour ce prêt magnifique. Et donc, alors que Bouchardon avait eu le faune Barberini, c'est le Mars Ludovisi qui fut confié à notre artiste Lambert Sigisbert Adam.
Cette sculpture, même si elle n'avait pas été copiée pour Versailles, comptait depuis le XVIIe siècle parmi les antiques les plus célèbres. Lors de sa découverte à Rome, elle avait été achetée par les Ludovisi, donc d'où son nom. Donc ça, c'est en 1622. Et aussitôt après, elle avait été restaurée par le Bernin, qui ajouta le petit amour et compléta le pommeau de l'épée. L'œuvre, remarquablement bien conservée avec sa tête d'origine, ce qui était très rare, était admirée pour les proportions et la musculature parfaite du corps du héros qui, comme vous le voyez, est figuré au repos, assis sur un rocher et entièrement nu. Sans surprise d'ailleurs, l'œuvre est représentée par 2 gravures dans un recueil assez important à l'époque, qui recensait au tout début du XVIIIe siècle les statues les plus célèbres. Et c'est d'ailleurs assez amusant puisque la gravure se limite vraiment aux parties antiques et ne représente pas les restaurations qui avaient été ajoutées par le Bernin. Le jeune pensionnaire qui commença la taille dans le marbre à l'automne de 1726 finit sa copie à l'été 1730. Alors évidemment, le directeur Nicolas Vlugels est très fier des 2 copies du Mars Ludovisi d'Adam et du Faune Barberini de Bouchardon. Et très malin, il va retarder l'envoi de ses œuvres en France pour les exposer pendant quelque temps au Palais Mancini, où du coup, elles ont été contemplées par d'importants visiteurs, parmi eux le cardinal Neri Corsini, le neveu du pape Clément XII, le pape florentin, qui avait été nouvellement élu en juillet 1730. Retenez son nom parce que je vais vous parler de ce pape un petit peu plus tard. Et lorsque les œuvres arrivèrent enfin en France en 1731, le duc d'Antin fut également très très satisfait, au point qu'il demanda évidemment à Vlugels de vraiment inciter les 2 sculpteurs, Edme Bouchardon et Lambert Sigisbert Adam, de rentrer en France pour travailler au service du roi. Et c'est quelques décennies plus tard que, en fait, la copie d'Adam a été offerte par le roi Louis XV à Frédéric II de Prusse en 1752 précisément. C'est la raison pour laquelle, comme la légende vous l'indique, l'œuvre est désormais à Potsdam, mais je n'insiste pas puisque ma collègue Rita Hofreiter vous parlera de Frédéric de Prusse lors d'une conférence, je crois, début janvier. En tout cas, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, le Mars Ludovisi prouve vraiment la remarquable maîtrise de Lambert Sigisbert, autant dans sa transcription subtile et très soignée du chef-d'œuvre antique, que dans son incroyable travail du marbre, qui reproduit avec brio les effets du ciseau du Bernin pour la tête du petit Cupidon, mais également, j'adore ce détail, la gueule fantastique qui orne le pommeau de l'épée. Mais sachez tout de même qu'entre 1726 et 1730, les années pendant lesquelles le jeune Lorrain travaille à cette copie, Lambert Sigisbert ne travaille pas exclusivement pour le roi, même si c'était, selon le règlement, quelque chose d'obligatoire. Les négociations avec la famille Ludovisi pour obtenir de mouler le Mars n'avaient pas été faciles. Parce que, évidemment, pour pouvoir copier un antique plus aisément, il était d'usage de mouler l'original en plâtre et de travailler ensuite d'après ce moulage. Et en plus, ce moulage, évidemment, enrichissait la collection des plâtres de l'Académie. C'est pour parler avec la famille Ludovisi n'avait pu aboutir que grâce à l'intervention du cardinal de Polignac, qui avait été nommé en 1724 chargé des affaires de France auprès du Saint-Siège, à savoir ambassadeur. Très cultivé et passionné d'art et d'archéologie, le cardinal s'inséra très facilement dans le milieu des antiquaires et des collectionneurs italiens et s'intéressa surtout de très près à la vie de l'Académie. Et cet ambassadeur avait d'ailleurs pu se faire apprécier des Romains très rapidement, puisque en poste depuis à peine 1 an, il avait réjoui la ville par ses célébrations magnifiques des noces de Louis XV avec Marie Lesinska, avec notamment l'illumination place Navone, le 4 octobre 1725, d'une machine pyrotechnique qui avait été conçue par le peintre Pierre Leone Ghezzi. Et c'est ce que je vous montre à l'écran sur la droite, et cette machine pyrotechnique représentait les noces de l'amour et de Psyché. C'était évidemment le sujet parfait pour
pour célébrer le mariage de Louis XV et de Marie Leczinska. Tout cela, comme vous le voyez, était sur le mont Olympe, un mont qui était peuplé donc de statues en carton-pâte de plusieurs divinités mythologiques. Et selon Francesco Valesio, qui était un ami du peintre et un ami du cardinal, ces statues en carton-pâte auraient d'ailleurs été réalisées par les jeunes sculpteurs de l'Académie, y compris Lambert Sigisbert. Et comme vous voyez par le buste sur la gauche, le cardinal de Polignac va faire travailler beaucoup des pensionnaires et il demandera à Edme Bouchardon de faire réaliser son buste en marbre. Le 22 mai 1727, le directeur de l'Académie de France, Nicolas Vlegels, est tout content de pouvoir relater au surintendant des bâtiments du roi la visite récente au palais Mancini de l'ambassadeur. Je vous cite le texte. « Monseigneur fit l'honneur aux pensionnaires de regarder avec plaisir la plupart des études qu'ils ont faites, dont il fut très content. Un des sculpteurs, nommé Adam, qui est lorrain, lui fit voir 2 bustes qu'il a travaillés, représentant une amphitrite et un Neptune, qu'il a fait par étude. Ces 2 morceaux lui plurent si fort qu'il les a pris pour orner son appartement. Aussi, j'ose assurer votre grandeur qu'on ne peut guère mieux faire, ni mieux travailler, et avec plus de soin. » Il est peu probable en fait que le jeune artiste ait pu acquérir à ses frais de larges blocs de marbre pour sculpter ses bustes. Parce que, comme vous pouvez le voir, c'est quand même des bustes assez larges. Et donc, très certainement, il ne les a pas sculptés de sa propre initiative, mais plutôt a répondu à la commande, et dans ce cas précis, la commande du cardinal de Polignac. Mais Vlegels était très habile, il donnait souvent des nouvelles à son supérieur, le duc d'Antin, mais sans dire toute la vérité, d'autant plus que, comme je vous l'ai indiqué, selon le règlement de l'Académie, les pensionnaires devaient travailler exclusivement pour le roi. Alors, comme vous voyez, les bustes représentent les divinités mythologiques de Neptune et de son épouse Amphitrite, les dieux des océans. Vraiment, les 2 bustes sont vraiment conçus pour former une paire. L'un est tourné vers l'autre, avec, vous voyez, ce jeu de symétrie avec le drapé et avec les tuniques, avec une espèce d'effet de miroir avec l'épaule gauche ou l'épaule droite qui est dénudée, évidemment avec un jeu aussi de contraste avec le visage masculin barbu qui s'oppose au visage beaucoup plus serein, avec les chairs très lisses d'Amphitrite. Et il y a également cette espèce de regard, de dialogue silencieux quelque part, avec ce regard au coin de l'œil entre les deux personnages, quand même un petit peu les bouches légèrement entrouvertes. Alors évidemment, admirateur de l'art du Bernin qu'il étudie à Rome, nous l'avons vu, et également, je pense, vraiment résolu d'afficher d'emblée les prouesses exceptionnelles qu'il pouvait accomplir avec son ciseau. C'est ainsi que Adam réussit à créer vraiment ses 2 premiers chefs-d'œuvre de son séjour romain. Vous pouvez remarquer à quel point, allez voir les œuvres dans l'exposition, mais mes diapositives ne rendent vraiment pas compte de la qualité de ces deux morceaux aussi magnifiques. Allez voir dans les salles vraiment la ciselure vraiment du marbre pour la chevelure d'Amphitrite, avec toutes ces petites perles, les petites branches de corail sur sa tête, la chevelure magnifique sur son épaule. Et je peux dire exactement la même chose pour le buste de Neptune, avec la représentation de sa longue barbe qui flotte au vent et tous les petits détails évoqués de façon très naturaliste pour les feuilles du roseau qui le couronnent. Donc, indéniablement, les bustes de Neptune et d'Amphitrite, qui sont désormais à Potsdam, s'imposent comme les grands premiers chefs-d'œuvre connus de l'artiste, qui démontrent déjà pleinement l'élégance, le dynamisme et l'originalité que devait caractériser toute l'œuvre de Lambert Sigisbert Adam, et tout le temps marqué par cette taille virtuose du marbre. 2 ans plus tard, en février 1729, Vlegels annonçait la bonne nouvelle au duc d'Antin: la figure du Mars sera bientôt terminée, c'est le sieur Adam qui l'a faite et on est à Rome très content de son ouvrage. Alors du coup, il en profite et il ose ajouter: il a depuis peu restauré un petit faune pour monseigneur le cardinal de Polignac, où il a fait les bras, la tête et les mains. Son éminence est très satisfaite. Et il ajouta même: quelques connaisseurs ont dit qu'il est heureux que la tête ait été perdue, ayant peine à croire que l'antique eût été aussi belle. Et je vous montre ces sculptures, puisque nous pensons que
l'œuvre mentionnée par Vlugels correspond à ce Bacchus qui est désormais à Berlin. Durant son ambassade à Rome, le cardinal Melchior de Polignac, en effet, s'attacha à suivre de très près certaines fouilles et à se former une prestigieuse collection de statues et autres œuvres antiques. Et l'une de ses plus importantes acquisitions fut un ensemble de 10 statues qui avait été mise au jour en 1729 sur le site d'une villa, la villa des Giuli Aspri, que le cardinal, par erreur, en fait, croyait être celle du consul Marius. Et l'ambassadeur confia la restauration de ces 10 statues à Lambert Sigisbert Adam, dont il avait déjà pu apprécier le talent, comme vous l'avez noté, avec les bustes d'Amphitrite et de Neptune. Et le sculpteur compléta évidemment les parties manquantes, mais de façon assez spéciale, puisqu'il s'attacha à tout compléter pour illustrer la légende d'Ulysse découvrant Achille parmi les filles de Lycomède. Alors, sachez que plusieurs sarcophages antiques, dont un qui était visible à l'époque à Rome au Palais Cavalieri, étaient ornés de bas-reliefs sur ce thème. En outre, en 1712, Domenico Scarlatti avait présenté aux Romains son opéra Thétis à Syros, qui était sur le même thème, et surtout en 1727, Philippe von Stosch avait commandé un tableau, celui que je vous montre à l'écran, qui illustrait la légende, un tableau réalisé par Johann Justin Preisler, un peintre de Nuremberg qui séjournait alors. Ami du cardinal de Polignac, Stosch était un personnage très important à Rome à l'époque. C'était un grand érudit, un collectionneur passionné d'antiquités, et il avait notamment commandé à Bouchardon son portrait en marbre en indiquant qu'il voulait que ce portrait s'inspire en fait du buste antique de Trajan, et vous le voyez très clairement à l'époque, et c'est à partir de ce buste-là que Bouchardon continuera à faire des bustes à l'antique. Alors, je vous montre de nouveau le tableau, puisque c'est plus facile pour suivre l'histoire de cette légende d'Ulysse découvrant Achille parmi les filles de Lycomède, qui est un épisode narré en fait par Hyginus dans ses fables. Et en fait, l'histoire est un peu comme ça, c'est-à-dire que sur les ordres de sa mère Thétis, à qui on avait prédit que son fils devait mourir à Troie, Achille, adolescent, est forcé de vivre caché, travesti, parmi les filles du roi Lycomède sur l'île de Syros. Mais les Achéens, et parmi eux Ulysse, pas Alice, informés par les oracles qu'ils ne pouvaient gagner la guerre sans l'aide d'Achille, évidemment, partent à la recherche d'Achille. Arrivés sur l'île, ils se font passer pour des marchands et du coup, ils offrent aux filles du roi des joyaux auxquels ils mêlent des armes. Et évidemment, Achille découvre ces armes et réagit instinctivement en héros à la vue de ces armes, et c'est ainsi que Ulysse le démasque. Alors, sachez qu'en fait, que l'une des statues qui avait été exhumée figurait un corps masculin dont les attributs se devinaient sous le drapé de la fine tunique. Et du coup, c'est cette statue qui a été erronément mise en rapport avec l'épisode bien connu de la légende que je viens de vous expliquer, qui était très connue des élites de l'époque. Et le groupe recréé par Adam se composait donc de 10 figures: Achille qui empoignait sa lance et un bouclier, Ulysse en marchant, qui va donc le découvrir, la reine et ses 6 filles parées de bijoux, y compris Déidamie, dont le jeune héros était tombé amoureux. Alors, ce groupe fut d'emblée vraiment très célèbre, autant à Rome qu'à Paris, dès que la collection du cardinal arriva en France, au début des années 1730. À la mort du cardinal, sachez que c'est le roi Frédéric de Prusse qui acheta toute la collection du prélat et qui les exposa dans sa résidence de Charlottenbourg. Je vous montre ici sur la gauche une installation un petit peu plus tardive en Allemagne. Et sous Napoléon, les œuvres furent même saisies et emportées en France, où elles furent exposées au Louvre. Cependant, très vite, certains spécialistes, attentifs à étudier les vestiges antiques de façon méthodique, avaient vite émis des doutes tout de même sur cet ensemble de statues. Par exemple, le comte de Caylus, en 1759, le jugeait un mauvais ouvrage. Et 5 ans plus tard, le grand Winkelmann avait observé avec justesse, je cite, qu'il est impossible de prouver que les 10 statues
formaient un seul et même groupe, et encore moins qu'ils représentaient la famille de Lycomède avec un Achille déguisé en femme. Il ajoutait, très très critique, les 10 statues ayant été trouvées sans tête, les jeunes gens de l'Académie de France à Rome leur en ont fait des neuves, leur donnant, comme d'habitude, des visages à la mode. C'est Konrad Levezov en 1804 qui va établir qu'en fait, au départ, il s'agissait de statues d'Apollon citadaire et de statues de Muse. Et c'est à cette époque que, du coup, le sculpteur allemand Christian Hauer fut chargé de les restaurer en respectant cette identification. Et c'est le moment, du coup, où ces statues sont dérestaurées et qu'on enlève les têtes qui avaient été sculptées par Lambert Sigisbert Adam, raison pour laquelle maintenant vous pouvez voir ces têtes détachées des statues antiques. Alors je vous montre à l'écran la tête d'Ulysse qui avait été faite par Adam, avec un état de la statue avant qu'elle soit dérestaurée, et l'état à gauche qui montre la statue antique, et cette fois-ci restaurée par l'artiste allemand Christian Rauch. Alors évidemment, ces œuvres, ces têtes offrent vraiment des échantillons que je trouve particulièrement exquis de la grande maîtrise technique du sculpteur dans la taille du marbre. Vous pouvez voir sur toutes ces œuvres vraiment une ciselure tout à fait remarquable de Lambert Sigisbert Adam avec son ciseau dans le marbre, et des têtes vraiment charmantes qui n'ont rien du tout d'antique. Elles ont toutes des petites pommettes saillantes, des petits nez très fins, et évidemment toujours des coiffures assez élaborées, éventuellement qui peuvent évoquer l'Antiquité, mais enfin qui sont tout de même plutôt XVIIIe siècle. Et alors, je vous montre cette statue, puisque c'est l'une des rares œuvres qui proviennent de la collection du cardinal de Polignac, et dont les intégrations qui avaient été faites par Lambert Sigisbert Adam n'ont pas été enlevées lors de la campagne de dérestauration qui avait été effectuée à Berlin au début du XIXe siècle. Mais donc, imaginez pour cette statue qu'en fait, c'est seul le torse qui était antique et qui date du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, même si on ne connaît pas l'origine de cette antique. Et à partir de ce torse, Adam créa cette statue d'une figure d'une jeune fille qui tient une sandale. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, ce n'est qu'à partir de 1735, donc bien plus tard, je vous rappelle que les statues ont été découvertes en 1729, que cette œuvre a été considérée comme appartenant au groupe d'Ulysse découvrant Achille. Et je tiens à vous donner la description qui avait été faite dans le Mercure de France. Cette fois-ci, nous sommes à Paris. La collection est arrivée en France après le retour du cardinal. Mais évidemment, l'arrivée de ces sculptures a été remarquée. Et je vous lis le texte. Toutes ces statues ont été déterrées à 13 ou 14 000 de Rome, dans un champ sur le chemin de Frascati, où était autrefois la maison de campagne de Marius, ce qui est une erreur, où l'on voyait un salon destiné pour les bains dont ces statues faisaient l'ornement. Et en effet, on y a ajouté une 11e figure ayant un genou à terre qui représente une femme sortant du bain dont l'attitude, l'air de la tête, la coiffure et la draperie sont d'une beauté parfaite, tenant d'une main une de ses sandales ou chaussures à la romaine. Alors en fait, la position de la jeune fille et la draperie qui recouvre le bas de son corps s'inspira peut-être d'une figure agenouillée qui figurait dans un bas-relief qui, à l'époque, était à Rome, et un bas-relief qui avait le même thème de la légende d'Ulysse. Ce sarcophage romain était, à l'époque où Adam était à Rome, au palais Cavalieri à Rome, et il a certainement pu, en effet, le voir. Et il faut imaginer qu'en fait, certaines de toutes ces sculptures ont pu être restaurées non seulement à Rome, mais également à Paris au moment où la collection était revenue en France. Mais évidemment, sachez qu'à l'époque, il n'y a pas du tout de souci archéologique à refaire des sculptures qui ressemblent vraiment à des originaux antiques, et je crois que c'est vraiment très parlant avec cette sculpture. Vous voyez de nouveau le style très reconnaissable d'Adam dans ce visage, et de nouveau, on n'insistera jamais suffisamment sur cette maîtrise incroyable de la taille du marbre. Vous voyez ça très bien sur la chevelure de cette jeune fille. Mais en fait, toute l'histoire de ces antiques est quelque part un peu triste, puisque à la mort du cardinal de Polignac en 1741,
Lambert Sigisbert Adam a toujours dans son atelier parisien des sculptures antiques qui avaient été rapportées de Rome. Et alors, ce qu'il se passe, c'est qu'en fait, les héritiers du prélat du cardinal de Polignac ne sont pas du tout intéressés par cette collection d'antiques, et donc laissent les antiques à Adam, et ça lui sert en fait de paiement pour toutes ces restaurations qui n'avaient pas encore été payées, alors que la partie qui était dans la résidence du cardinal de Polignac était, elle, achetée par le roi de Prusse, Frédéric II. Et du coup, une dizaine d'années plus tard, le sculpteur décide de vendre cette collection, et pour ce faire, il prépare un catalogue. Vous voyez le frontispice de ce catalogue qui est daté de 1754. Et alors, outre ce frontispice, c'est un ouvrage vraiment incroyable puisqu'il contient 62 planches gravées d'après les dessins du sculpteur qui représentent en tout 73 sculptures. Alors, la majorité étaient des antiques ayant appartenu au cardinal de Polignac, mais également des œuvres qu'Adam s'était procurées à Rome pendant son séjour, selon le texte d'introduction. Et l'artiste avait évidemment l'intention de vendre cette collection en bloc, et il insistait bien là-dessus dans son introduction. Il la présentait comme rare et singulière, propre à la décoration d'une galerie ou d'une bibliothèque. Et il recommandait même qu'elle soit, je cite, arrangée dans un vaste salon et entremêlée d'urnes, de vases et de tables de marbre, de candélabres, de girandoles, de porcelaine montée, avec des tableaux suspendus au-dessus, comme on en voit dans les palais des princes d'Italie. Alors malheureusement, ça n'arrivera pas. Les œuvres n'ont pas été vendues puisqu'on les retrouve dans l'inventaire après décès de l'artiste. Mais sachez que ces gravures, je pourrais vous parler de ce recueil pendant 1 heure parce qu'il est vraiment, il regorge d'informations et d'histoires passionnantes. Mais sachez que grâce à ces gravures, on a pu retrouver des œuvres antiques. Je vous montre par exemple celle-ci qui a été restaurée par Adam, et on voit qu'il pensait évidemment à l'œuvre qu'il avait copiée pour le roi. Cette statue doit vous évoquer le Mars Ludovisi, mais je tiens également à vous montrer, puisque tout de même je vous parle du Getty Museum, je tiens à vous montrer ce bas-relief qui est donc représenté en gravure dans le recueil, bon, en inversé à cause du processus de la gravure. Donc ce bas-relief, j'étais loin d'imaginer quand j'étais étudiante à Rome que je finirais responsable d'une collection dans laquelle il y aurait quand même un bas-relief antique venant de la collection du cardinal de Polignac, restauré par Lambert Sigisbert Adam. Et il se trouve que ce relief, après la mort d'Adam, devait continuer d'être en vente à Paris et a été acheté pour le Lord de Rockingham, un important collectionneur anglais qui avait formé un ensemble de statues antiques incroyables. Et beaucoup plus tard, l'œuvre a été achetée par monsieur J. Paul Getty en 1954, raison pour laquelle elle est au musée. Évidemment, en raison de toutes les restaurations XVIIIe siècle, l'œuvre n'est pas exposée à la Getty Villa où nous avons toutes les antiquités du musée, raison pour laquelle j'ai demandé à mes collègues des antiquités d'avoir l'œuvre exposée en fait dans la galerie d'art néoclassique. Vous voyez le relief tout en fond. Installés avec les 3 statues que vous voyez sont des œuvres du XVIIIe siècle, mais à l'extrême droite, une autre œuvre antique, cette fois-ci également restaurée à Rome, mais celle-ci au XVIIe siècle. Donc tout ça pour vous évoquer très rapidement ce goût pour les antiquités qui perdure, qui avait lieu évidemment à Rome au XVIIIe siècle, à Paris, avec Frédéric II de Prusse, ma collègue vous en parlera en janvier, avec le Lord de Rockingham en Angleterre, et maintenant dans une des salles du Getty. Alors, pour la restauration de ces antiques, en fait, Lambert Sigisbert n'œuvra pas tout seul, puisque le recensement paroissial qui a été effectué à Rome tous les ans juste avant Pâques atteste que ses 2 frères étaient venus le rejoindre. Et c'est également ce qu'indiqua un érudit lorrain très important que vous connaissez peut-être, Augustin Calmet, qui a publié beaucoup d'informations importantes sur les artistes de sa région dans, je cite, cet ouvrage publié en 1751, Bibliothèque lorraine ou Histoire des hommes illustres qui ont fleuri en Lorraine, et dans lequel vous avez des biographies de nos 3 sculpteurs. Nicolas Sébastien était parti travailler au château de la Mosson près de Montpellier, et selon Calmet, justement, il partit ensuite pour Rome où il arriva en 1726. Même s'il est cité parmi les habitants du palais Mancini en 27, ce n'est qu'en 31
qu'il va repartir à Rome, et le directeur Vlugels ne le mentionne qu'une seule fois, en 1728, au moment où en fait sont annoncés les résultats du concours qui avait été organisé à l'Accademia di San Luca, qui est l'académie en fait des beaux-arts de Rome, et qui organisait, comme l'Académie de Paris, des compétitions pour les artistes. Et donc le 10 décembre 1728, Vlugels écrit au duc d'Antin: le frère de Lambert Sigisbert Adam, qui est ici, a eu le second prix dans la première classe de sculpture. Il a apporté tout ce qu'il avait gagné à Paris et en province et le consomme petit à petit en étudiant, ce qui me semble être beaucoup pour un jeune homme qui a à peine 23 ans. Selon Calmet, l'artiste, je cite, s'appliqua à travailler d'après l'antique et après les plus célèbres auteurs. Il passa 3 ans à restaurer plusieurs antiques de marbre, mais ses ouvrages ne l'empêchèrent pas de faire encore quelques grandes compositions. Malheureusement, aucune de ces grandes compositions n'est toutefois ni conservée ni mieux documentée, mais indéniablement, Rome eut un impact sur le style de Nicolas Sébastien Adam, et je vous montre juste son relief qu'il réalisa pour la chapelle de Versailles en vous proposant quelques parallèles avec des œuvres que l'artiste avait pu voir à Rome. Remarquez notamment le personnage qui est à droite, agenouillé. Vous voyez qu'il peut très bien évoquer le personnage qui est sur le bas-relief en marbre d'une scène très importante que l'on conseillait aux pensionnaires d'étudier, le bas-relief d'Angelo de Rossi, qui est sur le tombeau du pape Alexandre VIII à Saint-Pierre, et qui d'ailleurs avait été dessiné par Edme Bouchardon. Mais je vous montre également un autre parallèle avec la figure du grand prêtre dans le bas-relief d'Adam, qui semble être un écho d'une grande statue monumentale, le Saint-Élie, réalisé par l'artiste florentin Agostino Cornacchini pour une des niches, c'est une niche monumentale dans la nef de Saint-Pierre de Rome. Quant à François Gaspard, je cite de nouveau Calmet: ayant amassé de quoi faire un plus long voyage, au lieu d'aller à Paris, comme ses frères le lui avaient marqué, il les vint trouver à Rome à la fin de 1729. Son frère aîné, l'ayant retiré à l'Académie, lui facilita ses études. Il y apprit à travailler le marbre aux restaurations des antiques de monsieur le cardinal de Polignac. Il s'avança aussi dans le dessin et le modèle. Donc, comme vous voyez, Lambert Sigisbert fit profiter ses deux frères de son séjour au palais Mancini, et évidemment, le travail sur les antiques du cardinal de Polignac put en tout cas les occuper tous les trois pendant plusieurs années, et leur permit d'ailleurs de prendre un logement avec un atelier, et l'on sait par le recensement de la ville de Rome au moment de Pâques, comme je vous en ai parlé, que ce logement et cet atelier étaient juste à côté de la Chiesa Nuova, près de la petite place de Monte Giordano, et ils emménagent à cet endroit au printemps de 1731. Je vous ai également indiqué sur le plan le palais Altemps, qui était le lieu de résidence de l'ambassadeur de France à Rome, le cardinal de Polignac. Parce qu'en effet, Vlugels, sous la pression de son supérieur, le duc d'Antin, ne pouvait continuer d'héberger plus longtemps au palais Mancini les pensionnaires. Donc Lambert Sigisbert Adam et ses frères, ainsi que Edme Bouchardon, ont été priés d'aller trouver des logements ailleurs. En tout cas, ainsi secondé par ses frères, Lambert Sigisbert put envisager parallèlement de travailler à d'autres projets. Après le décès de Benoît XIII, c'est un cardinal issu de la famille florentine Corsini qui est élu sur le trône de Saint-Pierre sous le nom de Clément XII, en juillet 1730. Et ce pape, avec l'aide du cardinal neveu Neri Corsini, fut un très grand bâtisseur, et son pontificat, qui dura jusqu'en 1740, était marqué par de grandes entreprises artistiques, nous allons le voir. Et donc, à peine un mois après son élection, il demanda à ce que de nouveaux dessins soient réalisés pour la fontaine de Trévis, un chantier qui avait été interrompu à la mort de son prédécesseur, Benoît XIII. Alors, selon certaines sources, le pontife n'avait sollicité que 4 architectes, mais d'autres informations nous attestent que plusieurs artistes, dont Adam, mais également son compatriote Edme Bouchardon, avaient décidé de soumettre des projets.
Alors, évidemment, Lamberty-Gisbert-Adam, en tant que sujet du roi, ne pouvait s'engager dans des commandes à l'étranger sans l'autorisation du surintendant. Et donc, le 9 novembre 1730, il décide d'écrire au duc d'Antin, et la lettre est conservée au Getty Research Institute, donc une bibliothèque qui est juste en face de mon musée. Alors, j'espère que vous réussissez à la déchiffrer. Vous voyez que le sculpteur commence par évoquer sa statue du Mars. Il explique également qu'il a fait envoyer avec le Mars antique un modèle d'un Ulysse. Ça, c'est une œuvre qui est perdue. Et il enchaîne. Alors, je vous lis le passage que je vous ai encadré en rouge. J'ai fait un modèle pour l'ordement de la fontaine de Trèves à Rome, à laquelle le pape veut faire travailler. Si j'ai le bonheur d'être préféré au concours où je vais être exposé avec mes confrères et que votre grandeur me permette d'exécuter ce grand ouvrage, je tâcherai de m'y faire honneur. Alors, l'inventaire après décès de notre sculpteur mentionne 2 petits modèles de cire, chacun décrit comme fait à Rome pour projet pour la fontaine de Trèves, mais malheureusement, ils sont perdus. Ceci dit, nous avons tout de même un dessin à la plume qui est conservé à l'Ashmolean Museum d'Oxford, et ce dessin, évidemment, témoigne du travail préparatoire que le sculpteur lorrain avait effectué, mais sans rendre compte toutefois de l'ambition et de la richesse de son décor, de son modèle final que nous connaissons grâce à la description qu'en avait faite donc Calmet. Et donc, sachez que Adam avait prévu donc un grand bassin en demi-cercle avec 3 larges nappes qui étaient divisées par des massifs de rochers, avec une façade d'ordre dorique, avec certains éléments qui devaient montrer des roseaux, des glaçons et des dentelets. Et au centre, sur les rochers, trônait une femme armée assise qui figurait la ville de Rome, et elle était très certainement semblable à celle qui est visible sur le dessin. Vous voyez d'ailleurs sur le dessin la petite louve avec Romulus et Rémus sur le socle. Alors, selon la description de Calmet, c'était en contrebas du piédestal de cette sculpture qu'était figurée la jeune Vierge de Trévis, parce que selon la légende, la source de cette eau de Trévis avait été trouvée par une jeune fille qui avait du coup indiqué à des soldats romains où se trouvait cette source, parce que ces soldats étaient assoiffés. Et alors, sur le dessin, en fait, vous voyez, je pense que Adam avait prévu un bas-relief au tout départ, parce que vous voyez sur le côté à gauche, derrière la statue, ce qui ressemble à des tentes, donc certainement un campement de soldats romains, et vous pouvez deviner la silhouette de la jeune fille sur la droite. Et donc, l'accompagnait des figures couchées de l'océan et de la Méditerranée avec des urnes, et aux extrémités latérales du bassin, il y avait un cheval marin et également un centaure marin, avec une conque qui, je cite, répandait les eaux pour la commodité du public. N'oubliez pas que ces fontaines servaient vraiment pour les habitants de la ville de Rome pour aller chercher de l'eau. Et couronnant la façade, évidemment, il y avait une renommée qui portait l'écution du pape. Vous la voyez déjà sur le dessin, mais sur le modèle final, elle était accompagnée de quelque chose qui devait avoir un effet assez spectaculaire. C'était une peau de baleine déchirée en forme de cartel pour pouvoir y mettre l'inscription. Alors, les sources manquent pour définir un peu comment tout le concours s'était déroulé. On sait juste que les modèles avaient été exposés pendant plusieurs mois, à partir de mars 1731, au palais du Quirinal. Alors, c'est assez amusant parce qu'on sait que Bouchardon, grâce à une lettre qu'il avait envoyée à son père, s'était vanté, mais trop facilement, qu'il avait pratiquement remporté le concours, et il se vantait que son projet avec 3 autres avait été, je cite, choisi du pape comme les plus beaux. Exactement de la même façon, Calmet, qui évidemment ne perd jamais une occasion pour vanter ses compatriotes, clamait lui aussi que c'était le projet d'Adam qui avait été choisi pour être mis en exécution, et il inventa même une histoire complètement rocambolesque. Il alla jusqu'à clamer, je cite, que les Romains, voyant que cet ouvrage était tombé à un étranger, inspirèrent au pape de faire la façade du portail de Saint-Jean-de-Latran préférablement à cette fontaine. Alors, tout cela est faux chronologiquement, ça ne marche pas puisque la fontaine et le chantier de la basilique de Saint-Jean-de-Latran sont contemporains. En tout cas, en 1732, le pape confia
officiellement la construction de la fontaine à l'architecte Nicolas Salvi. Le chantier durera d'ailleurs de nombreuses années. Vous pouvez voir les deux noms de Clément XII et Benoît XIV sur la façade. Et j'espère que vous êtes tous d'accord avec moi que, même si on peut être triste que Adam n'ait pas réussi à obtenir la commande, Nicolas Salvi ainsi que de nombreux artistes sculpteurs qui participèrent créèrent vraiment un chef-d'œuvre. C'est Pietro Bracci qui a créé la figure de l'océan au centre, Della Valle fait les deux statues sur le côté et Benalia fait les fantastiques renommées qui couronnent la façade. Essayez de retenir ces noms, nous allons les voir tout de suite. En attendant, Adam avait dû comprendre assez vite que ce genre d'entreprise était toujours confié à des architectes à la ville de Rome, mais c'est quand même assez extraordinaire qu'avec le projet, autant dans le dessin que dans la description de Calmet, que son projet montre que par son ampleur et par son décor avec de multiples figures, il s'était complètement adapté à cet art italien des fontaines somptueuses, à des effets spectaculaires. Et puis sa participation, évidemment, montre que Adam souhaitait vraiment s'imposer sur la scène artistique romaine, ce qu'il réussit à faire, mais pour un autre chantier. Le chantier de la chapelle Corsini au Latran. Et cette chapelle, dont la première pierre fut officiellement posée le 18 mai 1732, et l'autel consacré 2 ans et demi plus tard, le 7 janvier 1735, compte vraiment parmi les entreprises majeures du pontificat de Clément XII. Alors le pape Florentin et son neveu, le cardinal Neri Corsini, avaient décidé de dédier cette chapelle à leur ancêtre du XIVe siècle, saint Andrea Corsini, qui avait été canonisé en 1629. Et ils en confièrent l'architecture à Alessandro Galilei, un architecte florentin qui avait également la commande de la construction de la façade, la nouvelle façade de la basilique du Latran. Alors la chapelle est la première à gauche quand vous entrez dans la basilique, et j'espère que mes images vous donnent une petite idée. La chapelle s'impose d'emblée avec cette magnifique grille en bronze et en bronze doré, et tout l'intérieur est vraiment somptueux, du sol à la coupole. Vous voyez à l'autel principal une représentation en mosaïque du Saint-André Corsini, et de chaque côté de cet autel principal étaient élevés les tombeaux que le pape Clément XII avait prévus pour lui-même. Hein, il n'était pas encore... il prévoit cette chapelle en 1730, il ne décède qu'en 1740, mais il prévoit déjà son tombeau, ainsi que celui de son oncle, alors que pour les autres membres de la famille, ce sont des sarcophages avec des angelots en marbre, en contrebas de 4 niches qui sont décorées des vertus cardinales. Je vous montre ici la justice et la prudence, et ici la force et la tempérance. Remarquez le nom des artistes qui sont vraiment les artistes majeurs de la Rome de l'époque. Alors, les travaux de fondation de la chapelle commencent début février 1732, et c'est à ce moment-là que le directeur de l'Académie Vlugels annonça fièrement au duc d'Antin qu'il avait convaincu le cardinal neveu, Neri Corsini, d'employer Bouchardon. Mais ce projet n'aboutit pas. Après avoir reçu l'ordre de rentrer en France, Bouchardon ne va pas au-delà de son modèle qu'il avait réalisé pour la statue de la justice, qu'il remit au cardinal neveu d'ailleurs avant de quitter la ville. Mais parallèlement, son rival, Adam, réussit, lui, à être impliqué plus concrètement, beaucoup plus concrètement même, dans l'entreprise. Et le 25 mai, Vlugels, mais alors là, sans donner plus de détails, indiqua juste au duc d'Antin, pour Adam, il a un bas-relief à faire pour la chapelle Corsini. Aucune source n'explique comment le sculpteur avait réussi à obtenir officiellement et aussitôt cette commande pour les bas-reliefs qui devaient narrer la vie du saint et qui se situaient au-dessus des 4 statues des vertus cardinales que je vous ai montrées. Alors on peut juste imaginer que Adam avait bénéficié de la recommandation du cardinal de Polignac juste avant le départ de Rome de ce dernier au début du mois d'avril. Adam travaillera donc probablement à ce modèle en terre au cours du printemps 1732 et un petit peu à l'été, avant de commencer son marbre à l'automne. Son bloc lui est livré au moment où il reçoit
son premier paiement le 17 septembre 1732. Et je connais tous ces détails parce que nous avons les comptes conservés dans les archives Corsini, qui sont toujours privées, mais également dans les papiers de l'architecte d'Alessandro Calilei, qui sont conservés, eux, aux archives nationales de Florence. Et Adam réussit vraiment à achever son œuvre en un temps record, puisque son dernier paiement lui est versé le 23 décembre de la même année. Et d'ailleurs, 2 jours plus tard, Vleugels écrit au duc d'Antin. Imaginez que le surintendant veut vraiment récupérer les pensionnaires pour les employer à Versailles. Et donc, Vleugels explique: Adam a fini son bas-relief pour la chapelle du pape et dit qu'il partira après les rois. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en fait, Adam finit son relief et part de Rome avant même que les autres sculpteurs commencent à sculpter leur relief, puisque les autres sculpteurs, eux, vont signer leur contrat simplement au mois de janvier 1733. Alors, les archives n'indiquent pas quelle directive les sculpteurs auteurs des reliefs devaient suivre pour représenter les scènes de la vie de Saint-André Corsini, mais ils ont certainement consulté la seule biographie qui était disponible à l'époque et qui avait été publiée par Sigismondo Coccapani en 1683. Et je vous raconte du coup l'histoire qui est narrée par le relief d'Adam. Informé de son élection à l'évêché de Fiesole, qui avait été validé par le pape le 11 octobre 1349, André Corsini s'était réfugié dans la châtreuse de Galluzzo, à quelques kilomètres de Florence, pour prier la Vierge de le délivrer de cette dignité qu'il considérait ne pas mériter. Alors évidemment, le clergé et les habitants de Fiesole, ayant cherché en vain le moine, se réunirent alors dans la cathédrale pour élire un nouvel évêque. Mais à ce moment-là, ils sont interrompus par un petit enfant, le texte précise, de 2 ou 3 ans seulement, qui savait à peine réclamer du pain. Et donc ce petit enfant entre, interrompt la réunion et indique où trouver André Corsini. Et donc, guidés par l'enfant, évidemment, tout le clergé et les habitants réussissent à retrouver André Corsini au moment où le saint est dans la chartreuse et au moment où la Vierge et un ange étaient miraculeusement apparus pour le rassurer sur son ministère et lui garantir toute l'assistance. Et du coup, c'est à ce moment-là que André Corsini accepte de devenir l'évêque. Alors, il y a de très rares différences entre la terre cuite et le marbre, et en fait, ça résulte d'ajouts tardifs, qui sont d'un style d'ailleurs plutôt maladroit, qui ont été réalisés sur le motel pour combler des parties manquantes qui ont pu être cassées lors des transports anciens. Et sachez que pour l'exposition, pour remarquer le travail incroyable mené par Florence Godino lors de sa restauration, pour vous présenter le relief dans l'exposition. Et ça a permis de mieux identifier tous ces ajouts, et je vous les évoque ici sur l'image. Mais la restauration a surtout mis en évidence toute la finesse du modelé. J'insiste pas à aller voir l'œuvre dans l'exposition, mais vraiment, vous voyez des drapés vraiment très souples, le visage de la Vierge qui est très délicat. Regardez également l'anatomie du jeune homme qui tire le rideau sur la droite. Vous avez plein de petits détails splendides. En parlant du rideau, regardez les petites franges, les personnages au fond, vous pouvez remarquer la dentelle de leur chasuble. C'est vraiment un relief modelé avec une finesse incroyable. Et ce qui est assez intéressant, évidemment, c'est d'essayer de remarquer quelles sont les œuvres que le sculpteur a pu regarder à Rome. Je vous remonte le marbre pour vous souligner les différences, mais en même temps vous faire montrer que tous les détails que vous pouvez voir sur la terre cuite à Nancy, vous les avez mais transcrits dans le marbre avec des effets de texture, des effets de surface complètement différents dans la chapelle Corsini. Et évidemment, en étant à Rome, l'artiste avait étudié la sculpture baroque, et on peut quand même remarquer à quel point le personnage justement qui tire le rideau semble directement sorti de cette œuvre de l'autre grand maître de l'art baroque, Alessandro Algardi, puisque vous le trouvez dans ce bas-relief qui est sur un tombeau très important du pape Léon XI, pape Médicis, à la basilique Saint-Pierre. Je pense que la comparaison est vraiment très parlante. Mais surtout, remarquez à quel point dans ce relief, Adam a complètement absorbé l'art romain avec sa composition très resserrée, avec
les mouvements très dynamiques de tous les personnages, et avec tout ce jeu de détails qui est complètement en opposition. Et je vous montre exprès le relief d'un contemporain français de Lamberty Gisbert à Rome, Pierre de Lestache, qui lui garde un style complètement versaillais, très classicisant. Vous voyez que la composition de Lestache est en frise, avec très peu de jeu en relief, et une scène qui est beaucoup plus calme, avec beaucoup moins d'agitation et de mouvement. À l'inverse, le relief d'Adam est tout à fait comparable à ceux de ses contemporains italiens. Voilà le relief de Pietro Bracci, tout aussi mouvementé, avec également des jeux de profondeur, avec des têtes sculptées pratiquement en ronde bosse et d'autres personnages sculptés en très bas relief, en méplat au fond de la scène. Même chose ici avec l'œuvre de Paolo Benaglia. Et évidemment, je veux vous faire remarquer que le sculpteur inscrivit avec orgueil dans le marbre sa signature, qui, à la différence de celle du modèle, indiquait son pays d'origine. Et lorsqu'il quitta la ville éternelle le 23 janvier 1733 pour rentrer en France, le sculpteur, malgré la tristesse que ce départ représentait, devait vraiment être fier d'avoir réussi à participer à un chantier pontifical et à laisser une telle sculpture en marbre dans la célèbre basilique du Latran. Je vois que le temps passe, je vous demande encore quelques minutes de patience pour vous montrer un dernier chef-d'œuvre. Le voilà. Alors même que Lamberty Gisbert finissait son relief en marbre pour la chapelle Corsini, il eut l'honneur et la joie de recevoir une distinction très importante. Lors de leur réunion du 19 novembre 1732, les artistes de l'Accademia di San Luca, la prestigieuse Académie des beaux-arts romaine, votèrent à l'unanimité l'admission du sculpteur français comme membre de leur institution. Et les registres de l'Académie indiquent qu'Adam vint recevoir officiellement son titre lors de la réunion suivante, le 7 septembre. Alors, le règlement de cette académie imposait en effet aux nouveaux élus d'offrir une œuvre à l'institution, mais en fait, cette règle était généralement très peu respectée, et lorsqu'elle l'était, en général, les sculpteurs préféraient se contenter de donner une terre cuite qu'ils avaient déjà en leur possession, très souvent un modèle qu'ils avaient déjà réalisé pour une œuvre, pour une commande romaine qu'ils avaient reçue précédemment. Mais exceptionnellement, Adam prit soin d'exécuter exprès un morceau de réception en marbre. Alors, il avait peut-être à disposition un bloc de ce matériau assez coûteux grâce aux travaux de restauration qu'il menait pour le cardinal de Polignac, mais enfin, en tout cas, ça c'est sûr, l'artiste désirait ainsi saisir cette occasion pour non seulement démontrer son estime, quand même, envers l'institution romaine et ses collègues italiens, mais aussi pour laisser dans cette célèbre académie une sculpture de grande qualité et pérenne qui aurait été capable de perpétuer sa renommée à Rome après son départ. Alors, l'œuvre, malheureusement, n'a pas pu venir à l'exposition. Je ne veux pas insister trop là-dessus parce que l'exposition est bourrée de chefs-d'œuvre et c'est inimaginable de voir à quel point il y a eu des prêts généreux pour l'exposition. Donc ça, c'est juste la petite exception, mais c'est pour ça que je vous montre un petit peu plus d'images pour cette œuvre magnifique. Comme vous voyez, elle est taillée dans un seul bloc de marbre avec son pied-douche circulaire qui comprend également une petite base. Vous avez un petit cartouche qui donne le titre de l'œuvre, et ça est directement inspiré en fait des œuvres antiques. Non seulement donc le fait que tout soit sculpté dans le même bloc, mais également le petit la petite forme du cartouche. Alors, le choix de représenter la douleur sous les traits d'un vieillard mordu par un serpent suit fidèlement les indications qui étaient données dans les manuels d'allégorie et d'emblèmes depuis la Renaissance et qu'utilisaient les artistes. Je pense notamment au manuel L'Iconologie de l'érudit Cesare Ripa. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, par ce choix, Adam pouvait ainsi rendre hommage à deux chefs-d'œuvre. L'un antique, il s'agit du célèbre groupe du Laocoon du Vatican, où le vieux prêtre troyen qui a été puni par les dieux et attaqué avec ses fils par un serpent géant, et il tente en vain de se défendre de l'animal qui le mord à la hanche. Et l'autre chef-d'œuvre est un chef-d'œuvre de l'art baroque. Il s'agit de l'âme damnée du Bernin, qui figure donc ce personnage aux yeux écarquillés, à la bouche grande ouverte, comme si en train de hurler. Mais le buste d'Adam frappe toutefois par sa composition très originale, avec le serpent qui s'enroule en spirale du front, depuis le haut du front, tout autour du cou, et qui émerge en fait derrière l'épaule gauche
pour mordre violemment le vieillard à la gorge, et la douleur éprouvée par la victime est vraiment rendue avec une force d'expression, mais vraiment incroyable, bah, non seulement par le basculement de la tête en arrière, mais surtout remarquer la bouche ouverte comme gémissante, avec les sourcils très froncés, et cet effet évidemment est accru par une caractéristique que j'ai souvent soulignée, les prouesses techniques de l'artiste qui a su vraiment évider son bloc de marbre pour sculpter en ronde bosse non seulement le corps de l'animal au-dessus de l'épaule, mais ciseler la surface pour représenter avec un énorme naturalisme. Bah, vous voyez les cheveux hirsutes et la longue barbe du vieillard, ainsi que sa dentition accidentée et son regard complètement désespéré aussi. C'est assez incroyable. Et puis, notez également aussi toutes les toutes petites dents du serpent et la petite langue bifide. C'est vraiment exceptionnel. Alors, c'est non seulement toute l'énergie créatrice et la virtuosité de l'artiste dont ce buste témoigne, mais également la douleur qu'Adam éprouvait à quitter Rome, conscient qu'il abandonnait à jamais une ville qui lui avait vraiment tant offert, et conscient également que le temps des études et des travaux effectués avec beaucoup de liberté était désormais révolu. Et il signa fièrement le marbre de la douleur qu'il laissa à Rome, et il emporta avec lui à Paris son modèle en terre cuite, qu'il exposa au public parisien au salon de 1740 et qu'il garda chez lui jusqu'à sa mort, comme l'indique l'inventaire de ses biens dressé après son décès en 1759. Alors, je m'arrête là. J'espère que je vous ai montré à quel point ce séjour de presque 10 ans de Lamberty-Gisbert à Rome a été riche d'expériences. En recevant son brevet en 1723, il n'aurait certainement pas pu imaginer que c'était toute une aventure qui commençait pour lui, mais aussi pour ses frères, puisque Nicolas Sébastien, qui était revenu le rejoindre, passa 8 ans à Rome, en arrivant en 1726 et en repartant après ses deux frères en 1734, puisque c'est lui qui raccompagne les antiques du cardinal. Et n'oublions pas François Gaspard, qui était venu retrouver ses frères entre 1728 et 31, et qui lui, plus tard, va remporter le premier prix de l'Académie royale de Paris et qui va partir comme pensionnaire pour un séjour officiel entre 1742 et 1746, séjour pour lequel nous n'avons aucune œuvre, ce qui vous met encore plus en valeur toutes les richesses du séjour romain de Lamberty-Gisbert que je vous ai illustré. Et évidemment, la carrière de ces trois artistes et leur style allait être profondément marquée par leur expérience romaine. J'espère que vous en avez jugé par vous-même dans l'exposition, mais je vous encourage vivement à venir écouter les conférences de mes deux collègues Guilhem Scherf et Rita Hofreiter, puisqu'ils vont vous donner la suite de l'histoire, l'un sur Lamberty-Gisbert et l'autre sur Nicolas Sébastien.